essayer de ne pas être trop long en cette fin de journée dense sur un sujet vaste et complexe. Alors, faire métropole. En 2014 et 2015, les lois MAPTAM et NOTRe ont donné un coup d'accélérateur aux métropoles françaises. Elles se veulent attractives, productives, durables. Mais comment faire de ces ambitions des réalités appropriables par les communes membres comme par les habitants et sur des territoires dont l'échelle d'appréhension a été bouleversée? Nous retrouvons donc pour en parler 3 représentants de métropoles méditerranéennes. Vincent Fouchier, qui est directeur général adjoint de la métropole Aix-Marseille-Provence, chargé du projet métropolitain et du conseil de développement et président du groupe urbain de l'OCDE. Alain Philippe, directeur général des services techniques de la métropole Nice-Côte d'Azur, et Chantal Marion, vice-présidente de Montpellier Métropole, Méditerranée Métropole, déléguée au développement économique et à la planification urbaine et adjointe au maire de Montpellier. Nous commençons avec vous, Alain Philippe. Dites-nous sur quelle base repose la création de la métropole Nice-Côte d'Azur avec ses 49 communes réparties sur un grand axe nord-sud et dont Christian Estrosi a dit ce matin qu'elle s'appuyait aussi sur sa ruralité. Oui, bonjour, merci à tous. Très rapidement, la métropole Nice-Côte d'Azur a une certaine particularité vis-à-vis des autres métropoles qui sont issues de la loi MAPTAM, puisqu'elle a été créée avant la loi MAPTAM. C'est la première à s'être mise en place en France sur adhésion libre, on va le dire comme ça, des 49 communes qui la constituent. Je crois que c'est important, et cette métropole, de fait, ce n'est pas quelque chose qui est tombé un beau jour en disant il faut se regrouper en métropole. Elle répond simplement à une stratégie de territoire. On avait le maire, en tous les cas, Christian Estrosi l'a exposé ce matin, président de la métropole aujourd'hui, conscience qu'il fallait développer rapidement un projet sur ce territoire de valorisation et qu'un des moyens de mise en œuvre de ce territoire dans un délai rapide, c'était de réorganiser le mode d'intervention de ce territoire et notamment la gouvernance de ce territoire. Et donc, en très peu de temps, nous sommes passés d'une communauté d'agglomération à une communauté urbaine et 2 ans après, à la métropole. Et cette métropole qui s'est créée, elle s'est créée, je le disais, par adhésion volontaire des 49 communes, sur un axe nord-sud, qui est un axe qui rejoint la tradition historique de fonctionnement de ce territoire. C'est-à-dire que de tout temps, il y a eu une relation très proche entre le littoral, le moyen pays et le haut pays, sur cet axe-là, qui a existé de tout temps et qui s'était un peu effiloché au fil des années, où toutes les structures de planification pendant des années ont expliqué qu'il fallait qu'on mette en place des structures de gestion horizontales. Là, la volonté, ça a été vraiment quelque chose de vertical, qui remette en place les éléments et qui a, dès le départ, je dirais, facilité l'adhésion et le fonctionnement de ce territoire. C'était important parce que, encore une fois, il y avait une volonté et dans le même temps, c'était aussi une volonté de solidarité de ce territoire entre les communes du littoral et les communes du haut pays. La plus petite commune de la métropole, il y a 162 habitants sur la commune. Mais dans le dispositif de gouvernance qui a été mis en place, il y a un conseil des maires. Dans le conseil des maires, qui réunit donc les 49 maires de la métropole, et chaque maire a une voix. Le maire de Nice n'a pas plus de voix que les autres. Et tous les dossiers qui arrivent en délibération au conseil métropolitain passent d'abord par le conseil des maires. Donc ça, tout de suite, ça a fondé d'une manière très forte le fonctionnement de cette métropole, ce qui nous a permis d'aller très vite. Donc, un projet au départ, une volonté commune sur un territoire donné, une organisation de l'exécutif avec la métropole
et ce conseil des maires qui est mis en place, et ensuite, bien sûr, une organisation derrière des outils, des services et de l'administration, notamment avec une très forte mutualisation entre la ville-centre, Nice, et la métropole, les services. Aujourd'hui, moi, je suis le directeur général des services techniques ville de Nice et métropole, et on a mutualisé énormément de services, et dans le même temps, on a repris en régie le fonctionnement d'un certain nombre de services publics, les transports, l'eau, l'assainissement, etc. etc. On a repris pour effectivement pouvoir avoir plus de leviers d'intervention. Voilà ce qui a fondé les éléments. À partir de là, on a un fonctionnement sur cette base qui permet effectivement d'avoir, par exemple, je vais prendre un ou deux exemples, mais la logique, elle existe. Quand je parlais de solidarité, le maire, ce matin, souvenez-vous, donnait cette image de l'eau dans les lacs, la neige qui fond dans les lacs, qui tombe dans les rivières, qui arrive, et en fait, qui alimente nos nappes phréatiques des communes littorales. De toute évidence, l'organisation de la métropole aujourd'hui telle qu'elle existe, dans cet axe nord-sud, permet de gérer ça. Et la métropole, par exemple, réalise et a... Innovation, comme je ne peux pas me tourner, je vais essayer de me les mettre sur ouverture, solidarité, authenticité, responsabilité. On pourrait dire que c'est des mots valises, d'autres métropoles pourraient prendre les mêmes, parfois c'est pas tout à fait, mais simplement là ça reflète ce que nos élus, notre conseil de développement et finalement notre société civile ont souhaité scander comme grande orientation. Et vous comprenez qu'à partir de là, nous fonctionnons par crémaillère. Une fois que c'est pris, on ne revient pas. Et on avance. Donc là on est parti grand large et on arrive par focus progressif. Et puis de ces grandes valeurs, on atterrit ensuite sur 4 grands chapitres qui vont structurer 12 grands engagements. Et c'est ces 12 engagements qui sont le cœur du projet métropolitain et qui fixent à l'horizon 2040 la ligne de conduite de la métropole. Et cette ligne de conduite, elle a été votée à l'unanimité il y a pile poil un an. Personne n'aurait parié 400 jours avant qu'on arriverait à faire voter à l'unanimité des élus ce projet métropolitain, un horizon très inhabituel aussi pour nos élus. Je ne rentre pas dans le détail des 12 engagements qui sont chacun très transversaux et qui donnent des orientations très fortes pour la suite. Dans la planche d'après, ça explique pourquoi ce chantier était nécessaire, c'est que, et c'est pas lisible mais c'est fait exprès, c'est que chaque ligne, c'est un document stratégique que nous sommes en train de faire. Puisque nous avons fusionné 6 intercommunalités, puisque nous avons changé vraiment radicalement d'échelle géographique, notre logiciel stratégique est totalement revu de fond en comble et tous les documents, le plan climat, le SCOT, le PDU, le PLH, tout est en train d'être mis au jour à partir du projet métropolitain. Et tout ça en même temps, alors que dans beaucoup de métropoles, comme il y a une histoire et que le périmètre n'a pas beaucoup changé, on a des schémas glissants. Là, on remet tout sur la table en même temps, donc c'est un foisonnement vertigineux qu'on essaie de piloter et qui est en cours. On a déjà bien avancé sur le PDU. Le PLH, pour des raisons de contingence politique, va être décalé dans le temps de quelques mois. Mais globalement, et notre agenda économique est voté. Donc, on est en train, voilà, morceau par morceau, maintenant, de décliner le projet métropolitain dans toutes les ramifications des compétences qui sont celles de la métropole. Et puis ma dernière planche sur le contenu, c'est que vous le voyez sur cette carte, c'est l'échelle des Bouches-du-Rhône. À droite de la métropole, vous avez l'échelle c'est la métropole, avec en filigrane les 6 anciennes intercommunalités qui sont maintenant des territoires de la métropole. Nous parlons de la fusion avec le département, puisqu'on couvre une grande partie du département. On ne sait pas si on va la faire, mais on y travaille. La présidente de la métropole m'a demandé d'y travailler. C'est un nouvel horizon. Et si on y va, il va falloir faire à peu près le même travail que ce qu'on vient de connaître. Donc vous imaginez le déséquilibre avant potentiel que l'on risque de connaître, mais pour avoir une seule collectivité. On ne sera plus intercommunalité, on sera une collectivité de plein exercice, et ça change tout. Le rapport au maire que vous décriviez très bien dans votre métropole, évidemment, si on a le suffrage universel direct, ce n'est pas la même chose que lorsqu'on est une intercommunalité. Et là, le changement de braquet sera tout à fait significatif. Voilà, je vous remercie. Sur la dernière planche, il y a le site internet si vous voulez télécharger tous ces documents dont j'ai laissé quelques exemplaires à l'entrée. Merci.
Alors, vous avez beaucoup travaillé sur l'implication des élus. Est-ce que vous allez faire le même type de travail sur l'implication des habitants? Est-ce qu'il y a des choses qui se profilent? Alors, sur les habitants, le choix a été fait, et c'est pas tendance de le faire comme ça, c'est que tant que les élus n'étaient pas alignés, et qu'on n'était pas un peu au clair sur quelques, au moins, amorces de démarrage, il était très difficile d'associer les habitants pour qu'ils constatent aussi les échanges difficiles dans la sphère politique. Là maintenant, pour tous les plans stratégiques que nous faisons, la dimension participative est très forte. Donc on le décline pour chacune de nos démarches, et on remet en discussion les choix stratégiques qui ont été faits, si besoin, pour que chacun des habitants puisse, le moment venu, faire valoir son point de vue et construire lui-même sa ligne de conduite. Donc voilà, c'était un phasage qui, de manière très temporaire, n'est pas parti vers les citoyens, mais c'est un rattrapage qu'on fait maintenant sur les documents stratégiques qui ont, alors parce que ça n'a pas de valeur juridique. C'est une des compétences de la métropole de faire un projet métropolitain, mais ça n'a pas de valeur juridique. Par contre, le PDU, le PLH, là, ça engage, il y a des enquêtes publiques, donc pour amener ces enquêtes publiques, il faut en amont beaucoup concerter pour que le document lui-même soit déjà dans le dialogue avec les habitants. Voilà, donc c'est un processus, une longue histoire qui est vraiment très loin d'être terminée. Voilà, merci. Alors, autre processus à Montpellier, Chantal Marion, l'année dernière, au 3e Forum des projets urbains de la Méditerranée, Philippe Sorel avait présenté sa feuille de route métropolitaine qui voulait conjuguer croissance démographique et préservation de l'environnement. Je résume très grossièrement, vous en avez d'ailleurs un petit peu reparlé cet après-midi. Donc, où en êtes-vous de cette construction métropolitaine? Écoutez, avant de répondre à votre question, si vous le permettez, je vais remercier les deux intervenants qui m'ont précédé pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Monsieur Philippe, on est complètement d'accord de la manière dont vous avez construit la métropole, parce que Montpellier Méditerranée Métropole a été construite exactement comme cela. Quand on a été élu, c'était une agglomération, et la première chose qu'a fait Philippe Sorel, de construire la métropole. Et ça s'est fait sur 32 communes, donc évidemment moins de communes, mais autant de différences entre maires, et comme vous l'avez dit, un maire, une voix. Également, je veux remercier monsieur parce que la vision de quelqu'un qui n'est pas élu sur les élus, j'adore. J'adore parce que c'est complètement ça, quoi. Mais c'est important. C'est important d'avoir des personnes comme cela à côté de nous. Je vous promets que les services administratifs, les DGA et tout ce qui nous accompagne, moi j'ai toujours été dans la fonction publique, donc j'ai toujours travaillé énormément avec les administratifs parce qu'ils ont un œil que nous, on n'a pas. Et on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Et le travail ne peut aboutir que quand le travail est fait d'une manière collaborative. Alors, pour répondre à votre question, la métropole de Montpellier, effectivement, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, une métropole tout en contraste. Tout en contraste, pourquoi? Parce que tout d'abord, elle est la première métropole au niveau démographique, plus 1,89%. Et en plus de cela, c'est une métropole très jeune, vu que 40% a moins de 30 ans. Donc il faut faire avec. Il faut faire avec et ils vont faire des enfants en plus. Donc il faut prévoir le travail et il faut prévoir également qu'ils habitent. En plus, nous sommes la première métropole au niveau de la création d'entreprises. Il y a eu, je dirais, le baby-boom dû à la French Tech. C'est important parce que cette French Tech, où on est deuxième après Paris au niveau des passes French Tech, donc quand on voit le nombre d'entreprises qu'il y a à Paris, et qui est à Montpellier, on se pose la question. Il y a un dynamisme, il y a une jeunesse, il y a surtout une université très performante, qui est la première qui est passée devant Oxford au niveau de l'écologie, et qui fait que lorsqu'un étudiant tape, il va à une université la plus performante. Si c'est à Montpellier, c'est quand même mieux qu'à Lille, parce qu'on est la première ville sportive et la première ville au niveau de la culture. Donc, une attractivité énorme. Après, le problème de Philippe Sorel et le problème de moi en tant qu'élu urbanisme et développement économique, comment on fait pour les accueillir, où on les met, est-ce que j'ai du foncier, etc. Donc, c'est un contraste, parce qu'avec cette grande attractivité de la métropole, on a à côté de cela un environnement, et on en a parlé tout à l'heure, un environnement qui est fragile, avec les inondations, avec la montée de la mer qui amène du sel au niveau de nos nappes phréatiques. Donc il faut gérer, il faut anticiper tous ces événements avec une démographie qui va en augmentant. Et évidemment, en travaillant entre autres avec la SERM, la SA3M et le service d'urbanisme de la ville, nous avons des gens compétents avec lesquels on travaille pour anticiper.
Voilà pourquoi Philippe Sorel, après avoir créé la métropole, il a créé ce qu'on appelle Montpellier Territoire. Et ceci est important parce qu'une métropole, et vos schémas étaient très explicites sur les métropoles. Hier, il y avait une conférence à Montpellier, M. Pisani du Monde, qui montrait justement ces schémas des métropoles, où les métropoles sont soit en étoile, comme vous l'avez montré. Vous, c'est complètement inquiétant, je dirais. Et puis vous avez des métropoles, le schéma qui ressemble beaucoup d'ailleurs au schéma de Nice. La métropole de Montpellier, elle est long du littoral, elle est le long de l'autoroute, elle est le long à côté de l'aéroport. Donc chaque métropole a un schéma bien particulier. Et ces schémas sont parlants, sont très parlants. C'est une vraie mosaïque. On a l'amphithéâtre naturel, évidemment, du Pic Saint-Loup, et puis la berre. Et il faut faire avec. Il faut faire avec, et pour cela, on anticipe énormément, et on a effectivement créé des schémas directeurs évidemment d'abord d'accueil des entreprises, mais schémas directeurs de la mobilité, schémas directeurs des nuisances, et on gère tout cela le mieux qu'on peut en créant des schémas directeurs. Ce qui est important, c'est que, comme vous l'avez vu, c'est tout d'abord de désimperméabiliser. Et tous les parcs qu'on a créés, qu'on a montrés tout à l'heure, c'est important. Désimperméabiliser, et par rapport au foncier, c'est de construire la ville sur la ville. Construire la ville sur la ville, ça a été par exemple quand on a montré le projet Saint-Roch, Nouveau Saint-Roch. C'était un stationnement, c'était déjà une ancienne gare. Désimperméabiliser, construire un parc et écouter. Alors justement, vous parlez des citoyens. On construit en écoutant les citoyens. Les réunions publiques, les réunions de concertation, cette semaine, j'en ai eu 3 chaque soir. Et c'est lourd, mais on est dans le PLUI, hein, on a attaqué le SCOT révisé, et on est dans le PLUI. Et on a en face de nous, eh bien, un soir, je suis à Saint-Georges-d'Oc, la remontée des citoyens n'est pas la même que quand je suis dans un petit village qui est Montaut. Mais on écoute et on enrichit le PLUI avec ce que dit le citoyen. Si on ne fait pas ça, on a le carton rouge qui est aligné automatiquement. Alors c'est beaucoup de travail, mais même la ligne 5 de tramway par exemple, c'est de la concertation avec les citoyens. On a eu 30 réunions publiques pour une ligne de tramway et elle a changé automatiquement de tracé. Elle a même... le prix aussi varie hein, quand on change le tracé, mais c'est important la réunion de concertation. Et surtout, lorsqu'on a rédigé le SCOT, on s'est mis un impératif énorme. Philippe Sorel a signé une convention avec la Chambre d'agriculture. Le nouveau SCOT révisé 2006, c'est 2/3 d'espace naturel, agricole ou arborisé, et 1/3 seulement urbanisé. Alors quand je dis ça aux promoteurs, aux architectes, vous pensez bien qu'ils ne sont pas très contents, mais on fait avec cela. Et cette règle qu'on s'est imposée, et qu'on impose évidemment au niveau de l'urbanisme, nous permet justement de pallier à cette fragilité de la métropole, c'est-à-dire qu'il y a dans les programmes, eh bien, vous construisez avec un projet innovant, parce qu'on a les French Tech, la French PropTech, avec un projet qui respecte le développement durable, également un projet dans lequel vous allez mettre 2/3, 1/3, de façon à ce qu'il y ait ces parcs, ces jardins qui nous permettent justement de pallier et surtout d'appréhender ces événements. Je pense que si chacun, et ce que je dis quand je passe dans toutes les communes, parce que chacun, vous le savez, voit que le devant de son trottoir. Je dis, si vous nettoyez le devant de votre trottoir, si vous nettoyez le ruisseau qui passe à côté, déjà vous faites un geste, je dirais, écologique, citoyen, qui fait que si chacun intervient, il n'y a pas que les élus qui peuvent faire. Les élus, nous, on donne des grandes lignes. Avec les DGA, on essaye de créer des schémas directeurs. Mais après, il y a cet engagement citoyen qui est important, que l'on essaie de transmettre et qui commence à naître parce que l'éducation, je pense que maintenant, elle est inversée. C'est-à-dire il faut donner l'éducation aux enfants qui, eux, éduquent leurs parents. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que les enfants, si on les éduque au niveau écologique, ils expliquent aux parents comment trier, comment faire écologiquement. Et ça, c'est important. Donc, la métropole de Montpellier, également au niveau des parcs immobiliers, on a des parcs du Salaison qu'on a requalifiés. Ça nous a valu d'ailleurs une labellisation, requalifier l'existant. La ZAC EAI aussi, on requalifie
des endroits. On construit la ville sur la ville et puis on requalifie le centre-ville, évidemment, qui est ancien. On requalifie, on préempte, M. Pérez ici présent, on préempte les commerces, on préempte des appartements qui sont, je dirais, eh bien, plus en état d'être habités, de façon à renouveler l'espace urbain du centre-ville, le redynamiser, parce qu'il y a des entreprises à l'heure actuelle qui ont envie de travailler au centre-ville. J'ai une grosse entreprise qui dernièrement a acheté un hôtel particulier magnifique. On a des hôtels particuliers magnifiques qui le réinvestit, ce qui fait que vous avez, on dit le centre-ville se paupérise, mais c'est pas vrai. En implantant des entreprises dans le centre-ville, ça permet justement de faire vivre le centre-ville en journée, de pouvoir dormir le soir. Et c'est ce qui s'est passé au Nouveau-Saint-Roch. Le Nouveau-Saint-Roch, il y a de l'habitation, mais de la mixité. Il y a des entreprises qui veulent vivre à côté de la gare. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a toute une ligne de tramway qui passe, il y a la gare, et puis il y a ce magnifique parc dans lequel on a de la mixité. Alors, je vais demander à la salle si elle a des questions. Peut-être Michel Desvignes, est-ce que... Non? Vous ne voulez rien ajouter à ce que vous avez dit tout à l'heure? Bon, la salle est toujours très sage en fin de journée. Est-ce que tous les trois, bon, Chantal Marion, vous avez dit que vous vous reconnaissiez évidemment peut-être plus dans le processus niçois que dans le processus d'Aix-Marseille. Vous vous sentez quand même des enjeux communs avec... oui. Mais évidemment, si on n'avait pas des enjeux communs, on n'aurait pas le résultat final qu'à monsieur et qu'à monsieur également. Si on n'a pas des enjeux communs, élus et avec des personnes des DGA, on ne peut pas aboutir. Alors, je ne dis pas que ça se passe toujours d'une manière à l'eau de rose, pas du tout, au contraire. Monsieur l'a dit, c'est des rapports des fois forts parce qu'ils ont une vision peut-être plus dure, plus systématique. Nous, on a le côté politique, il faut respecter. Moi, je vais vous dire, c'est mon premier mandat. Je n'ai jamais été élu, je n'ai jamais fait de la politique, quelle qu'elle soit. Ma politique, c'est travailler. Philippe Sorel, il dit, ma politique, c'est Montpellier. Moi, c'est pareil. C'est les citoyens, on a été élus par des citoyens, d'une manière citoyenne d'ailleurs, sans parti politique. Donc, on a cette démarche-là qui correspond énormément à une démarche qu'ont ces messieurs, c'est-à-dire il faut que ça avance, il faut que ça fonctionne, il faut qu'il y ait quelque chose que les citoyens soient contents de ce qu'on fait. Oui, pour aller dans ce sens, je crois qu'aujourd'hui l'enjeu qu'on peut tous partager en tous les cas, c'est pas tant la structure en elle-même, parce que la structure, elle est encore une fois au service d'une problématique, en tous les cas de réponse qu'on essaye d'apporter à des problématiques auxquelles nous sommes tous confrontés aujourd'hui. On est à la fois toujours écartelé entre une complexité croissante du cadre de l'aménagement que l'on a, y compris pour les collectivités d'ailleurs. Quand on parle, on se rend bien compte qu'on est en train de vivre une véritable révolution, ne serait-ce que sur le mode de financement de l'aménagement. On passe d'un aménagement qui était en grande partie pour les collectivités, porté par les collectivités en grande majorité, à un aménagement aujourd'hui qui est, on va appeler, dans une économie mixte, si je peux l'appeler comme ça. Donc d'un côté, on a ça, et de l'autre côté, on a ce qui était évoqué avec Michel Desvignes tout à l'heure, c'est-à-dire que l'aménagement, les territoires ont besoin de durée. Les choses, et on est sans arrêt confronté. On sait que quand on est dans une collectivité, on travaille sur du temps court, parce qu'on doit apporter, et de plus en plus c'est court, il faut qu'on aborde. Mais en même temps, il faut qu'on ait la capacité à mettre en place les méthodes, les outils, les dispositifs, les modes de gouvernance, les éléments, au-delà des échéances, je dirais, politiques qu'il peut y avoir, sur quelque chose qui puisse marcher sur une durée qui va bien au-delà du temps que le temps politique. Et je crois que ça, c'est fondamental. Et on est tous confrontés dans nos territoires, quels qu'ils soient, avec les spécificités que chacun a, ou dans nos fonctions. Moi, je suis passé, je viens de la société civile. J'ai été élu sur le premier mandat de Christian Estrosi en charge de l'urbanisme, l'aménagement, les transports, etc. Et volontairement en accord avec le maire,
je suis passé du côté de l'administration, ce que je faisais déjà bien quand j'étais élu, hein, j'étais un peu atypique aujourd'hui, mais ça montre bien ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on est obligé aujourd'hui de trouver des dispositifs qui nous permettent de répondre le mieux possible avec les contextes qui évoluent aujourd'hui rapidement, tout en gardant des fondamentaux. On sait tous que ces fondamentaux, les logiques de géographie, les logiques de fonctionnement des territoires, si on veut, on ne peut pas faire de l'aménagement coupé de tout ça, parce qu'on sait qu'on a toutes les chances de se casser la figure. À vous. Non, si je voulais donner un peu de réflexion issue des échanges et de ce qui nous entoure, c'est qu'il y a un débat qui est en cours sur, on l'entend, hein, les gilets jaunes, le débat qui en a suivi, etc., sont venus alimenter ça, une défiance vis-à-vis des métropoles, défiance vis-à-vis de la part des citoyens et puis de la part des territoires qui ne sont pas à métropole. Et de fait, ce qui est vrai, c'est que quand on s'observe en France, hein, nos métropoles ont été particulièrement comment dire, polarisantes de la croissance, au sens économique et au sens démographique. Et beaucoup plus polarisantes que dans les autres pays. Là, je le dis avec ma casquette OCDE, parce qu'on a beaucoup regardé ça. C'est une singularité française que nos métropoles aient capté beaucoup de la croissance. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Au contraire, c'est parce qu'on a cette croissance que le reste du territoire peut s'en sortir. Donc ce qu'il faut trouver, c'est les modalités de croissance du reste du territoire et des relations entre nos métropoles et leurs voisins pour que ça marche, mais pas accuser, je dirais, inutilement les métropoles. Si elles réussissent à avoir une croissance, tant mieux, parce que ça ne se génère pas en claquant des doigts, la croissance. Et du côté de l'OCDE, on valorise énormément les enjeux de gouvernance des métropoles à la large échelle. Il y a quelques années, il y a eu à Mexico une réunion des maires et des ministres de l'OCDE. Le titre, c'était « Le siècle métropolitain ». Et quand on ramène ce contenu en France, parfois on nous regarde avec des grands yeux parce que c'est difficile, c'est pas encore très bien assumé nos enjeux de métropole. Et là, le débat actuel, c'est comment est-ce qu'on retrouve de la proximité et comment on crée de la relation entre nos métropoles et leurs voisins. La relation de proximité, c'est toute la relation entre l'institution métropolitaine et les maires, hein, en particulier. Et la relation avec les voisins, c'est quel type de solidarité, quel type de coopération, quel type de contrat interterritorial on peut trouver. Et là, il faut inventer. Et on sent qu'on n'est pas encore dans une grande stabilité dans nos modalités de gouvernance. On risque de détricoter une partie des choses, d'en retricoter d'autres. Et nous, en tout cas Aix-Marseille-Provence, on n'attend qu'une chose, c'est de la stabilité. Pour dérouler un mandat politique bientôt, puisqu'il va y avoir des changements de nouvelles élections, donc on va repartir sur un mandat, mais il faudrait que ça se fasse sur un contexte institutionnel stable. Donc il est temps, et la présidente de la métropole, Martine Vassal, met un peu la pression sur l'État en disant nous on ne peut plus adopter nos schémas stratégiques si on ne sait pas dans quelques mois quel sera l'échelon institutionnel qui nous attend. Est-ce qu'on sera fusionné avec le département? Est-ce qu'on ne le sera pas? Est-ce qu'on sera au suffrage universel? Est-ce qu'on ne le sera pas? Nos recettes, quelles seront-elles? C'est vrai que toutes ces inconnues ne rendent pas facile la projection à moyen terme et le seul fait de faire des promesses au sens premier du terme aux habitants et de s'engager à faire des choses. Donc cette stabilité, je crois qu'elle est nécessaire. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait, mais on l'appelle de nos voeux. Voilà. Je suppose que c'est une demande partagée, cette demande de stabilité. Oui. Je pense justement, cette notion de la métropole, je l'entends en permanence. Madame Marion, pourquoi vous voulez que la métropole soit tellement attractive? Alors, je ne veux pas, elle est attractive. Alors, le travail important, c'est de le faire avec les communautés de communes environnantes et les agglomérations environnantes. Alors, au niveau de la métropole, par exemple, de Montpellier, nous avons l'incubateur de BIC, qui est le 2e mondial et le seul incubateur classé internationalement. Et donc, il y a des entreprises qui ne sont pas sur la métropole qui aimeraient profiter, je dirais, de cette attractivité, de cet incubateur. Alors, au dernier conseil métropolitain, on a passé une convention avec la communauté de communes, c'est entre autres avec la ville de Millau, donc qui est vraiment hors métropole complètement, dans lequel des entreprises qui sont déjà sur Millau
vont profiter justement de l'accompagnement de l'incubateur pour pouvoir eh bien, éventuellement partir comme on accompagne les entreprises à l'international, comme on les accompagne dans des grandes manifestations numériques. Et c'est un signe fort déjà de signer des conventions avec des communautés de communes environnantes. Même le SCOT, il ne s'arrête pas autour de la métropole. Notre SCOT, on l'a fait en collaboration, évidemment, avec toutes les communautés de communes et les agglomérations avoisinantes, puisqu'il n'y a pas de frontières. Et ça, c'est important aussi de travailler avec eux, parce que ça crée une confiance et ça crée un engouement. Et puis surtout, il y a quelque chose d'important, c'est la fracture numérique. On ne peut pas, sur une métropole, à un moment donné, qu'il y ait des endroits où ça ne passe pas. Moi, je suis dans une métropole qui est très numérique, et que ce soit les entreprises, mais même le citoyen veut pouvoir, il faut que ça fonctionne. Et ça, c'est important, parce que à partir du moment où la métropole, la fibre marche, le téléphone marche, déjà, ça crée des liens, ça crée des rapports différents. Ça aussi, on n'en parle pas souvent, mais c'est un point très important. Peut-être pour compléter ce qui vient d'être dit, pour reprendre ce terme de stabilité, je pense que c'est ce qu'on a besoin en tous les cas, c'est de visibilité. De visibilité. La stabilité, j'y crois pas. Je pense qu'on l'a. Voilà. Puis le monde dans lequel on est ne fonctionne plus sur des éléments de stabilité. Par contre, ce qui est important, c'est de donner de la visibilité et de pouvoir, cette visibilité, elle est associée à définir les possibles. Et je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui. C'est les métropoles, elles peuvent être dans un champ de définition et des possibles sur un territoire et face à des problématiques données, notamment dans un dispositif qui évolue sans cesse. Et c'est ça la difficulté qu'on a. Je reprends l'exemple qui a été donné, par exemple, sur les questions d'inondabilité, par exemple, qu'on a tous sur nos territoires confrontés, ou de changement climatique. Ce que proposait tout à l'heure Michel Desvignes sur les projets très ponctuels, de dire où il fait un parc, et en même temps, il gère ce parc, il est généré par le fait qu'il y a de l'eau qui arrive, qui ressurgit. Voilà, c'est du possible, sans figer les éléments, et ça laisse des capacités sur le plan économique. Et je pense que la phase dans laquelle on a tous été, où on est tous un peu encore, de dire on est les meilleurs, c'est chez nous que ça se passe, on est les trucs. Bon, je crois que c'est un système qui est un petit peu aujourd'hui, qui va s'essouffler, parce tout le monde développe des éléments. Je crois que vraiment aujourd'hui, c'est l'intelligence de nos territoires, c'est de dire, évidemment, on règle les éléments, on donne, on a tous, dans le souci d'offrir les équipements ou les services de niveau métropolitain nécessaires à nos territoires, dans lesquels il y a les emplois, etc., les formations et tout, mais je crois que c'est aussi définissons ce qui est possible sur les territoires, comment c'est possible d'intervenir, avec toutes les capacités d'adaptabilité aux évolutions des contextes. Et c'est ça qui nous permettra. Et c'est ce qui rend le sujet particulièrement complexe, vous imaginez, sur les territoires. Mais voilà. Le sujet est complexe et reste ouvert. Merci beaucoup. Bonne soirée.